our troubles will be ours. Kevin! Home Alone. Oh non, pas encore une vidéo sur ce film vue et revue et revue. Bon, j'ai même pas encore dit un mot que ça y est, tu juges déjà. Je dis juste que c'est pas la première vidéo sur le sujet et que ça m'étonnerait très fort que tu nous racontes quelque chose qu'on ne sait pas déjà. Eh bien, voyons voir. L'idée du film nous vient tout droit on sait, de John Hurt qui en a eu l'idée quand il partait en vacances et qu'il vérifiait la liste des choses à ne pas oublier. Il s'est dit que, oh ben dis donc, qu'est-ce que ça ferait si j'oubliais mes enfants à la maison? Ce serait une super idée de film ça! Puis comme il avait déjà travaillé avec Macaulay Culkin à l'époque dans le film Uncle Buck... What do you do for a living? Lots of things. Where's your office? I don't have one. How come? I don't need one. Where's your wife? Don't have one. How come? It's a long story. Do you have kids? No, I don't. How come? It's an even longer story. Are you my dad's brother? I'm your dad's brother, all right. Il s'est dit qu'il serait parfait pour ce rôle et bim, il en fait 8 pages de notes et en une semaine ou presque, il avait déjà écrit le scénario. On sait. D'accord. Sauf que tu ne précises pas que John Hurt est un célèbre scénariste, maître dans l'écriture de comédies américaines, qui compte notamment à son actif The Breakfast Club, Beethoven, Denis la Malice, Les 101 Dalmatiens, Flubber ou encore Coup de foudre à Manhattan. Il a aussi fait Les Visiteurs en Amérique, hein. Oui, enfin bon, c'est peut-être pas le film le plus notable de tous. Dis donc, je te trouve pas juste. Et qu'est-ce que tu vas nous apprendre d'autre? Que si on fait super bien attention au film, on constate que l'équipe n'y a pas été de main morte dans le film puisque toute la décoration de la maison, absolument toute la décoration de la maison est en rouge ou en vert pour être à fond dans l'esprit de Noël. On sait, oui aussi, que la photo de la petite copine de Buzz est en réalité la photo d'un garçon, le fils de Dan Webster, le directeur artistique du film, qui a été déguisé en fille parce que Chris Columbus, le réalisateur du film, trouvait ça vraiment trop cruel de se moquer d'une petite fille qui allait probablement garder un traumatisme profond jusqu'à la fin de sa vie. Buzz, your girlfriend. Woof! Ou que c'est Macaulay Culkin qui a dessiné lui-même la carte de la maison où se trouvent les pièges pour les cambrioleurs, que pendant une répétition de la scène où Harry, l'un des deux cambrioleurs, fait mine de mordre le doigt de Kevin, il le fait véritablement. I don't think he did it on purpose. He bit me. And I think he just meant to put his teeth on my finger, but he bit down a little harder than he thought. And I have a little Joe Pesci tooth mark scar. Right here, on my finger. Ou bien que l'acteur jouant Harry, Joe Pesci, dit souvent des gros mots durant les scènes où son personnage s'en prenait plein la tête, que le réel Chris Columbus a dû lui rappeler que c'est un film familial et que donc c'était proscrit, et que, incapable de ne pas jurer, l'acteur a transformé les insultes en un charabia incompréhensible. On sait, et on sait. Quoi d'autre? Ok, d'accord. J'ai bien compris que le niveau était haut et qu'on me mettait au défi. Pas de problème. Je ne vais pas te raconter une énième fois que le film que Kevin regarde n'existe pas en réalité, mais a été filmé et monté de toutes pièces pour les besoins du scénario. Que Robert De Niro aurait dû jouer le rôle d'Harry, mais qu'il a refusé le rôle. Ni que si tu fais bien attention durant la première partie du film, lorsque le personnage de Kevin était créé comme le vilain petit canard de la famille, la caméra le filme d'en haut pour donner cette sensation d'un être sans défense et petit, mais qu'au fur et à mesure du film, il est filmé d'en bas pour donner le sentiment que le personnage devient plus fort et sûr de lui. Mais pas de soucis, je relève le défi. T'es prêt? Assieds-toi, ça commence. Open the door! 24 sur 2, troisième. Des années 80, alors que John Hurt a ce super scénario en main, il frappe à la porte de Warner Bros pour leur proposer de le suivre dans cette aventure. Warner accepte à la seule condition que le film ne dépasse pas les 10 millions de dollars, soit pas grand chose quand on sait que la moyenne des films de l'époque est estimée à 3 ou 4 fois ce montant-là. Parce que quand même, faut pas déconner, la star du film, c'est un enfant, c'est pas George Clooney. Mais ayant très envie de faire ce film, John Hurt et la Warner Bros s'accordent sur ce budget. Sauf que force est de constater que même si la production essaye au maximum de restreindre les dépenses, le budget monte plutôt vite et atteint tout doucement la somme de 14,7 millions de dollars. Pas d'accord avec ce nouveau montant, la Warner Bros exige que les frais soient diminués et pose un ultimatum. Le budget sera de 13 millions et demi ou rien. Et quand elle dit rien du tout, elle ne plaisante pas. Devant le refus de l'équipe technique de restreindre le budget, eh bien Warner Bros n'hésite pas. Le film est terminé, remballez vos affaires. Il n'y a plus rien à voir. Oui, sauf que...
John Hughes sent-il vont tourner, et puis se rendait quand même bien compte que le budget octroyé par la Warner Bros était un petit peu maigre. Par un hasard non expliqué, sentez l'ironie, un scénario du film avait été malencontreusement laissé à la portée de la société de production 20th Century. Une erreur qui aurait pu porter préjudice à l'équipe, puisque lorsqu'un accord est passé avec une société de production, il est dès lors contractuellement interdit de laisser une autre société de production avoir le scénario entre les mains sans l'accord de la société de production initiale. Oui, mais lorsque la 20th Century a appris le désaccord budgétaire entre la production et l'équipe, 1 200 000, rappelons-le tout de même, ni une ni deux, elle a foncé. C'est sans problème qu'elle produira le film pour 14,7 millions de dollars, elle. Et alors que l'équipe pensait avec désarroi que le projet était terminé, eh bien c'est avec grand plaisir qu'ils apprendront qu'en fait, non. La maison de Maman j'ai raté l'avion fait souvent rêver. Eh bien sachez qu'elle existe en vrai, puisqu'elle se trouve au 671 Lincoln Avenue dans la petite ville de Winnetka en Illinois. Une maison qui a servi de point central du tournage pendant de nombreux mois. Et si on peut penser que l'équipe a eu la maison pour elle toute seule, il n'en fut rien, puisque les propriétaires ont vécu dedans pendant près de 5 mois. Bien conscients évidemment qu'il était impossible pour eux de vivre dans les pièces utilisées pour le tournage, il n'empêche quand même qu'ils ont vécu pendant près de 5 mois dans leur suite principale. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, encore une fois, malgré la taille imposante de la maison, l'équipe entière ne pouvait pas y entrer, et il leur était donc impossible de tourner l'entièreté des scènes dans la maison. Pour ce faire, des décors ont été construits, notamment dans un lycée à Chicago. C'est par exemple le cas de la scène de l'inondation, qui nécessitait de trouver le lieu parfait pour y mettre autant d'eau. Et quel autre meilleur lieu qu'une piscine. L'équipe s'est amusée à construire l'entièreté du décor de cette cave dans une piscine pour permettre à la scène la meilleure étanchéité possible. Et en parlant d'eau, oui parce que l'eau, la neige, suivait la transition. Cette scène a été tournée totalement à l'improviste. Enfin, à l'improviste non, mais il était prévu de la tourner une fois qu'il aurait véritablement neigé sur plateau. Ce qui fut le cas le 2e jour seulement du tournage. Ce à quoi l'équipe ne s'attendait certainement pas. Et constatant qu'il manquait tout de même un petit truc pour correspondre totalement à la scène décrite dans le scénario, c'est-à-dire de la neige qui tombe, car certes, Mère Nature a été très généreuse, mais pas jusque-là, eh bien pas de souci. L'équipe a plus d'un tour dans son sac et se servira de flocons de purée, vous savez, par exemple ceux de la purée mousseline, pour feindre un beau matin d'hiver comme on les aime dans les films. Sauf que ce que l'équipe n'avait pas prévu, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la neige se mettrait à fondre et avec elle, les flocons de purée se transformeraient en une immonde pâte jaunâtre nauséabonde. Tout de suite, un tableau beaucoup moins sexy. Et du faux, il y en a encore, comme par exemple les pieds de Marv dans la neige, qui sont en réalité de faux pieds en caoutchouc pour éviter que l'acteur ne meure d'hypothermie. Les décorations de Noël qui ne sont pas faites de verre mais de sucre, la scène du chalumeau n'est évidemment pas réelle, la production n'a pas souhaité volontairement brûler le crâne de l'acteur, même pour les besoins du film. Pour ce faire, il s'agit d'une technique appelée Paper Ghost. Cette technique a pour but de créer l'illusion à l'aide d'un miroir. Il s'agira donc de mettre un mannequin de tissu noir qui servira de référence à la position de l'acteur et d'allumer le chalumeau directement sur ce mannequin. Le miroir permet de renvoyer cette même image directement sur le décor où l'acteur aura pris la place devant le reflet du mannequin. Et si vous observez très finement la scène, vous pouvez constater qu'on voit toujours un tout petit bout du mannequin. Les cascades, quant à elles, sont forcément effectuées par des cascadeurs, avec la particularité tout de même que ces mêmes cascadeurs ne mettaient absolument aucune protection pour éviter de se faire mal. De ce fait, à chaque fois que vous les voyez tomber comme ça, eh bien c'est 100% réel. Et les chutes sur le dos ne manquent pas dans ce film. C'en est même devenu une blague dans le milieu du cinéma, où on parle notamment de faire une maman j'ai raté l'avion lorsqu'on parle d'une chute de ce genre. Dans la famille trucs et astuces, je demande la scène de la voiture. Comment pensez-vous qu'elle a été faite? En fond vert? Non, pas trop à la mode dans les années 90. L'équipe a tout simplement fait appel à une technique déjà bien utilisée auparavant. Il s'agit de faire illusion en tournant la scène à l'envers. Plutôt qu'avoir une voiture qui fonce sur le jeune acteur, une option bien trop dangereuse car elle ne laisse aucune marge d'erreur à un potentiel cascadeur, on tourne la scène dans l'autre sens. Mettez ensuite la scène à l'envers et vous obtiendrez un rendu parfait. Magie. Quant à l'araignée, ah ben non, elle c'était 100% vrai. Ce qui est sûr, c'est que le film a lui aussi son petit lot d'impro. À titre d'exemple, cette phrase-ci. Why the hell you dressed like a chicken?
autrement dit en français. Et pourquoi t'es déguisé en poulet? Et une impro totale de la part du petit Macaulay Culkin. You guys give up or you're thirsty for more? Les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Au même titre que cette scène mythique dans laquelle l'acteur devait simplement se mettre de l'eau de Cologne et puis se mettre à crier, mais nous a offert à la place la tête la plus emblématique des films de Noël. Mais la plus grande improvisation de ce film reste celle de John Candy, venu rendre service à John Hughes, son grand copain avec qui il avait déjà eu la possibilité de travailler sur le film Uncle Buck, dont vous avez notamment vu un extrait en début de vidéo. N'ayant qu'une seule journée de disponible pour le projet, John Candy a fait l'entièreté de ses scènes en 23 heures seulement, soit de 7h du matin à 6h du matin. Autant vous dire que l'acteur était ravi. Étant donné le rush de la situation, Candy a improvisé une très bonne partie de ses répliques, et si vous pensez qu'il en a au moins tiré un avantage financier, même pas. Pour ce travail de titan, et toujours dans l'idée de rendre service, l'acteur a été payé la modique somme de $414, soit moins que la silhouette du livreur de pizza qui lui a été payé $500. On a beaucoup parlé du vrai et du faux dans les trucages du film, mais même si la production a privilégié les trucs et astuces pour faire illusion, il a tout de même fallu faire appel à quelques effets spéciaux pour certaines choses, notamment pour les balles tirées sur Marv. Vous vous doutez bien qu'il n'était pas question de réellement tirer sur lui. Déjà que l'acteur a eu une réelle araignée sur lui, faut peut-être pas pousser. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un grand studio hollywoodien qui s'en est occupé. Eh bien non, la production n'avait absolument pas le budget pour ça. De ce fait, ce sera un jeune homme, Kevin Nordin, qui s'occupera de l'entièreté des effets spéciaux du film, dans sa cave, à la maison. Et pour vous donner une idée du prix de son travail, l'effet des balles a coûté à lui tout seul, à l'époque, $600. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, en ce qui concerne les enfants, les règles de tournage sont très claires. Il est interdit de les faire travailler plus de 5 heures par jour. Par conséquent, l'équipe technique fut forcée de s'adapter et de faire tourner la majorité des plans larges de Kevin et de sa maman ensemble lorsque Macaulay Culkin était sur le plateau. Et puis, de passer au close-up de la maman, c'est-à-dire au plan très rapproché sur elle, une fois qu'il avait quitté le plateau. Oui, mais alors, à qui est-ce qu'elle s'adresse, la dame? Eh bien, ici, l'actrice donne la réplique à une orange, que le technicien tient plus ou moins à hauteur de la tête de l'enfant. Saviez-vous que le film avait donné lieu à un jeu vidéo qui met très basiquement en scène Kevin qui tente d'échapper à 2 cambrioleurs? Finalement, on est fidèle au film. En parlant de Kevin, on en a parlé un peu plus haut, vous savez maintenant que le film a engagé des cascadeurs. Eh bien, pas n'importe lequel pour le jeune enfant, puisque c'est Larry Nicholas, un homme âgé de 30 ans à l'époque du film, qui double l'acteur. Si vous ne connaissiez pas déjà cette anecdote, je suis certaine que vous ne l'aviez pas vu venir. Maman, j'ai raté l'avion, c'est le film de Noël par excellence. Le film le plus lucratif durant près de 30 ans, puisqu'il aura coûté à peine $17 millions de fabrication au total et sera déjà entré dans ses frais le premier week-end de sa sortie seulement. Le film fera au total une recette mondiale dans les salles de cinéma de plus de $477 millions. Et c'est sur ce chiffre impressionnant que je clôture ici cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si j'ai réussi à vous apprendre quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Également, si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi orange en commentaire, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous laisse avec le prochain vote, vous pouvez retrouver le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là. Allez, coupez. Cette semaine, pour le vote, vous avez le choix entre 2 comédies françaises, Bienvenue chez les Ch'tis ou Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je vous laisse aller voter dans l'onglet communauté de la chaîne, le vote vous attend.